Bonjour les Itata, très heureux de vous retrouver pour votre émission C'est affaires nous, une émission d'une heure que nous traversons avec un invité. Et aujourd'hui, nous recevons Franck Sainte-Rose-Rosemont. Bonjour Franck. Bonjour Jean-Marc, bonjour aux téléspectateurs. Comment allez-vous? Très bien, très bien. Alors là, vous savez, vous avez récupéré de la campagne électorale, puisque vous étiez candidat en liste sur la liste de PIA. Tout à fait, tout à fait. Mais écoutez, on sort de 2 campagnes électorales successives, qui sont mes premières campagnes en tant que candidat. Il y a eu la municipalité de Shellshare avant ça. Il y a eu la municipale en mars 2020, qui s'est plutôt bien déroulée, à notre sens. On n'a pas eu exactement les résultats escomptés, mais on est quand même content de ce que ça a pu donner sur le terrain, à la fois en campagne, mais aussi en résultat électoral. Puisque nous siégeons aujourd'hui au conseil municipal de Shellshare. Et puis il y a eu l'élection territoriale, on ne pouvait pas ne pas participer avec un groupe. Pourquoi on ne pouvait pas ne pas participer? Parce que une fois que vous êtes engagé sur ce terrain politique, sur ce terrain électoral, d'abord il faut rester en contact avec les habitants, avec les électeurs. Alors ça ne se fait pas qu'à travers les élections, surtout pour nous à Shellshare, puisqu'on est sur le terrain de manière très régulière. Mais l'élection, c'est quand même un moment important où les gens vous identifient comme représentants, comme élus, comme acteurs politiques. C'est important. Et puis, il fallait aussi que nous portions la voix de Shellshare dans cette élection martiniquaise. Alors, les fidèles Itata l'ont compris, on va beaucoup parler politique au cours de cette heure. Mais on va commencer d'abord par votre parcours de vie, et c'est la rubrique Kimounouye. Alors, Franck Sainte-Rose-Rosemont, Kimounouye, ou plutôt, où c'est Kimoun? Moi, c'est en Martinique. Moi, c'est en Martinique. Moi, j'ai arrêté Shellshare. Moi, j'ai 2 petits mamans, qui pas petits mamans encore. Moi, j'ai une petite fille qui a 17 ans, un petit bonhomme qui a 13 ans et demi. Voilà, je suis un Martiniquais qui aime son pays. Martiniquais avec un grand M. Qui aime son pays. D'autres l'ont utilisé le M aussi d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Qui a envie de s'engager, qui a envie de participer à l'amélioration, disons, et à la construction de ce pays Martinique, auquel je tiens beaucoup. Quand on vous connaît, comme moi, depuis un certain temps, on a l'impression que, pour utiliser une expression qu'avait remise au goût du jour Ségolène Royal, vous avez la Martinique chevillée au Coran. C'est vrai, j'y pensais il n'y a pas très longtemps. Alors aujourd'hui, Ségolène Royal Non, pas à Ségolène Royal. Je pensais à cet attachement à la Martinique. C'est vrai que, alors ces temps-ci, je suis un peu en reconversion professionnelle. Je suis arrivé au terme de contrat de 5 ans qui s'achève à la ville de Fort-de-France. Et donc je suis en train de réfléchir à mon avenir et peut-être à cette dernière ligne droite professionnelle. J'ai 52 ans, donc voilà, je vais travailler pendant encore 10-15 ans. Et j'espère que je pourrai profiter. Oui, plutôt 15 que 10. Oui, peut-être même plus si les choses continuent à se dégrader en termes de retraite. Et je réfléchissais à ça et j'ai eu à répondre à une proposition d'emploi qui partage son temps entre Haïti et la Martinique. Et je me disais que, alors je n'ai pas encore de réponse à cette candidature, mais je me disais que c'est vrai que je n'avais pas... J'ai toujours été intéressé par la coopération caribéenne, par notre environnement, et pourtant je ne me suis pas beaucoup manifesté dans les 15, dans les 20 ans depuis que je travaille, pour essayer d'aller travailler hors de la Martinique. C'est vrai que je suis très attaché à la Martinique, je suis parti faire des études, et je suis revenu au bout de 4 ans au trot, parce que j'en avais assez de ne pas être chez moi. Et c'est pareil quand je pars en voyage, quand je pars en vacances, c'est difficile pour moi d'être absent plus de 15 jours. Oui, d'accord. Oui, très bien. Bon, alors vous le savez, cette émission est rythmée par les photos ou les vidéos. Donc on va remonter le temps à travers la première photo que vous allez décrire. Donc, cette jolie photo sépia dans Savane-là. C'est une très belle photo. Alors, ce n'est pas vraiment une savane, puisque ça se passe en France. Ça se passe autour des dunes du Pilat, où on était en vacances avec nos parents. Cette fameuse grande dune de sable. Exactement. Voilà. Donc, ça, c'est la végétation autour du sable. Donc, on était en vacances tous les 3, puisque j'ai 2 frères. J'ai 2 frères de mon père et de ma mère. Donc là, vous êtes lequel là, sur la... je suis à droite de l'image. C'est moi qui ai les cheveux les plus grainés. Avec les bras écartés.
voilà, avec les bras écartés et qui volent un peu. On voyait déjà I Believe I Can Fly. Et donc, voilà. Non, ce sont de bons souvenirs d'enfance. Hein. Moi, je sais pas, c'est le plus clair de mon enfance en Martinique, mais on a aussi fait, comme beaucoup de monde, hein, quelques escapades. Des vacances, des congés bonifiés. Ailleurs, avec les parents. Oui, avec les parents. Fonctionnaires, donc, voilà, vos parents mes deux parents étaient fonctionnaires, oui, tout à fait. Ma mère dans l'éducation nationale et mon père était infirmier aux urgences de la MENA. Quel souvenir de cette période? Là, on est dans les années 70, puisque vous êtes né en 69, de mémoire. Quel souvenir de cette période de l'enfance quand on est 3 garçons dans une maison, je pense que ça fait du bruit. Ah ben, il y a de l'ambiance. Il y a de l'ambiance, c'est difficile pour ma maman, parce que, bon, trois petits garçons... Tu es au boulot, des Itata, quoi. Des Itata, absolument. Mais ce n'est pas qu'une image. Jusqu'à maintenant, j'ai gardé un côté un peu cireur. Mes amis vous le diront. Ma famille vous le dira. Je suis peut-être le plus cireur d'entre nous trois. Mais que de bons souvenirs. Que de bons souvenirs. C'est une période, c'est évidemment, comme pour tout le monde, une période fondatrice. C'est une période très heureuse, parce que j'ai grandi dans une famille plutôt bourgeoise, on va dire. Dans une famille, on peut appeler ça petite bourgeoise, à l'aise. Mes parents étaient entre guillemets, des petits fonctionnaires. C'était pas des cadres supérieurs. Mon père était infirmier, ma mère était agent comptable dans un établissement scolaire. Voilà, mais enfin, on vivait bien. Hein. Y a pas de, vous savez, quand vous avez 2 salaires qui entrent tous les mois, on vit bien. Voilà. Éducation stricte? Non, éducation sérieuse, responsable, mais plutôt... responsables de tous les côtés. Mes parents étaient des gens responsables, mais ils nous ont aussi appris ce que c'est que la responsabilité. Voilà. C'est-à-dire que nous avions beaucoup de liberté, mais voilà, nous avions beaucoup de droits, mais nous avions aussi des devoirs. Voilà. Et donc on nous a appris ça. On nous a appris par exemple, quand on est 3 garçons, manager notre liberté. Quand on est 3 garçons dans la maison, on fait la vaisselle? Ah, on fait tout, oui. On fait la vaisselle, on passe le balai, on fait les lessives, on fait un peu la cuisine, un peu, où on participe aux tâches de la cuisine. Juste caché, on va dire plutôt. Oui, voilà, bon, vite fait. La cuisine vite fait. Encore que je me suis beaucoup amélioré avec les années. Mais et puis quand on est 3 garçons, bon, c'est très animé. On a 2 et 3 ans de différence, donc c'est assez resserré. Bon, ça vit, on échange, on partage, on joue ensemble, on joue au foot, on court dans les savanes, on fait du vélo, on fait du skateboard sur la route, on fait des conneries aussi ensemble. On se bat un peu entre nous. Voilà, bon, une enfance heureuse. Dans quelle commune? À Fort-de-France. Fort-de-France. Alors, mes parents vivaient en France, autour de Bordeaux, donc je suis né à Périgueux. Et puis Bordeaux, on est rentré, j'avais 3 ans. Voilà, on est rentré, j'avais 3 ans, et de 3 ans à 14 ans, j'ai vécu à Corridon. Voilà, j'ai vécu dans le collège Corridon, parce que ma mère travaillait au collège Corridon. Et donc voilà, c'est un environnement vraiment appréciable, quoi. Donc on a vécu les quartiers, Corridon, un vivier aussi du PPM, avec le centre culturel Gérard Nouvel. Oui, enfin c'est pas des endroits qu'on fréquentait étant petit. Hein. Mon père était un peu, mon père suivait de près la chose politique, mais la famille elle-même n'était pas super politisée, quoi. Hein. Je pense que c'est pas vraiment de là que ça vient. Donc ce goût pour la politique, il vient de quoi? De l'adolescence? Il vient des études. Il vient des études parce donc que après l'adolescence. Oui, après l'adolescence. C'est quand vous êtes étudiant que vous découvrez la différence. Quand vous êtes étudiant en France, vous découvrez la différence, vous découvrez un peu le racisme, vous découvrez le militantisme, vous découvrez le bouillonnement culturel, associatif en France. Voilà, j'ai participé à la refondation de l'AGEM, l'ancienne Association Générale des Étudiants Martiniquais, qu'on avait transformée en NAM, Nouvelle Association Martiniquaise d'Étudiants. Qui était une association moins engagée que d'autres. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que l'AGEM, c'était vraiment une association militante. Voilà, c'était une association militante et nous avons voulu être plus... Alors, c'était une association militante moribonde. Voilà, et nous avons voulu, avec notre nouvelle génération de l'époque, avoir une association plus pragmatique, plus de bon sens, toujours active, mais plus au service de la communauté étudiante martiniquaise. Voilà. On n'a pas parlé de votre adolescence, donc Corridon, après Corridon? Alors, après Corridon, à partir de 14 ans, on a été vivre au lycée de Bellevue.
Voilà, donc vous voyez, j'ai commencé à me rapprocher de Schellcher, absolument, parce que Bellevue, c'est vraiment la frontière. Hein, d'ailleurs, on va diffuser la seconde photo. Allez-y, continuez, Franck. Donc oui, j'ai vécu pendant 3 ans au lycée de Bellevue. Donc c'est un peu cette vue que vous aviez. De 14 à 17 ans. Alors pas du tout, ça c'est une vue vraiment de Schellcher. C'est une vue du quartier La Colline, de chez moi, à vrai dire, où je vois toutes les pointes de Schellcher jusqu'au fort de la pointe des Nègres. Oui, voilà. Tout à fait. Donc c'est une vue où je vois tout le littoral schellcherois de Font-Laillé jusqu'à Font-Batelière. C'est une vue que j'aime beaucoup, que je vois tous les matins. Et donc voilà, donc c'est de 17 ans, de 14 ans à 17 ans, j'ai vécu au lycée de Bellevue. Et puis ensuite, à 17 ans et demi, je suis parti faire mes études. Et à mon retour, à 22 ans, je me suis installé à Schellcher. Alors justement, cet intérêt pour Schellcher, est-ce que c'est pour contrebalancer toute l'attraction que représentait Fort-de-France pour vous? Comment expliquer, parce que vous êtes Faux-Yalais, vous êtes, on va le voir, très impliqué de dans croissance, la vie si vous voulez, parce que je ne suis pas né à Fort-de-France non plus. Oui, bien sûr. Non, l'intérêt pour Schellcher, c'est un intérêt d'adolescence. Parce qu'à partir de 14 ans, alors moi à 14 ans, toujours dans l'esprit de responsabilité qui l'animait, mon père m'a offert une mobilette. Voilà. Au cas de déplacer corps, c'était qui ça? En 103 SP. 103 SP, oui. Voilà. Beige, Peugeot 103 SP, non, il était noir. Noir. Mon gars, ma mobilette, il dit, bon, au cas de quoi. À partir de là, au cas de quoi. Avec le casque? Ah oui, évidemment, avec le casque. Si au volet, au cas de bouiller quoi, au cas de quoi. Au cas de déplacer quoi, au cas d'abandonner l'argent pour prendre le bus, au cas de quoi. Voilà. Donc j'ai eu ma mobilette. Et le bassin de vie de Bellevue, c'est Schellcher. C'est pas Fort-de-France. Le bassin de vie de Bellevue, c'est un petit peu les quartiers Clairières, Bellevue, etc., les quartiers ouest de Fort-de-France, mais c'est beaucoup Batelière, c'est beaucoup Ozanam, c'est beaucoup ces quartiers-là. Ce sont aussi les quartiers qui ont accueilli, on va dire, les plus aisés qui n'habitaient pas Fort-de-France ou qui ne pouvaient plus habiter Fort-de-France. Exactement. Et donc, si vous voulez, mes amis de 14 ans à maintenant, ou à 25 ans, ils venaient de Batelière, ils venaient d'Ozanam, voilà. Et donc, je faisais des bêtises, moi, j'ai fait tirage moto, moi, j'ai fait mécanique, gonflage moto, on faisait tout ça à Batelière. Et mon lien avec Schellcher a commencé là. Voilà. C'est parce qu'à partir de 14 ans, mon bassin de vie se partageait entre Fort-de-France-Ouest et Schellcher déjà. Et puis quand je suis revenu de mes études... c'est ce que j'allais dire. Donc le monde des études, la découverte la redécouverte de la France, parce que vous êtes né là-bas. Alors, la vraie découverte. Oui, c'est la vraie découverte, parce que je suis né là-bas, mais je suis parti il y a 3 ans, donc on n'est pas encore vraiment conscient de votre environnement. La découverte, c'est quand j'arrive pour faire mes études à 17 ans et demi. Où ça? Je découvre à Paris. Alors, j'habitais à la résidence universitaire d'Antony. Oui, c'est très connu par beaucoup d'étudiants. Voilà, absolument. Et j'étudiais dans une école de communication à Paris. Voilà. Donc je prenais mon RER, je prenais mon métro pour aller tous les jours. Je faisais l'aller-retour entre Antony et Paris. C'était difficile de devenir autonome comme ça, de se gérer tout seul? Non, je crois que dans mes rêves de gosse, j'avais envie d'être avocat. Voilà. Mais pour être avocat, il fallait faire des études de droit. Et les études de droit, il y en avait en Martinique. Et moi, je voulais partir. Et donc, pour pouvoir partir, j'ai fait un deuxième choix. Les études de communication ont été un deuxième choix. Voilà. Et donc, études de communication, école de communication, je suis parti. Et c'est là que j'ai découvert un peu la différence. Parce que quand vous grandissez ici, jusqu'à 14, 15, 17 ans, vous avez l'impression que vous êtes un citoyen français, finalement, comme les autres. Et qu'il n'y a pas de différence de traitement, parce que écoutez, les administrations, ce sont principalement quand même des agents martiniquais qui vous reçoivent, etc. Donc voilà, vous êtes en France, tout est normal. Et quand vous arrivez là-bas, vous ressentez la différence. Et on vous fait ressentir que vous n'êtes pas entièrement français, ou entièrement égal. Donc voilà, j'ai vécu un peu ça, j'ai vécu un peu le militantisme dont on a parlé tout à l'heure, avec des associations. Voilà. Et puis, voilà, j'y suis resté 4 ans, le temps strictement des études. Et puis, j'ai décidé de revenir tout de suite en Martinique pour travailler, pour m'installer. Donc, le retour en Martinique, c'était en quelle année? En 91. 91, voilà. Et déjà, là, vous remettez un pied en politique? Eh bien, non, j'ai commencé par... alors,
à la fin de mes études... Vous mettez un pied. À la fin de mes études, j'ai travaillé dans une agence photo à Paris pendant quelques mois, et puis finalement, j'ai décidé de rentrer. En arrivant ici, j'ai travaillé dans un cabinet de photographe, voilà, encore une fois pendant quelques mois, avec un petit contrat de qualification qui ne correspondait pas à mon niveau de formation. Donc je n'y suis pas resté longtemps. Et puis là, le service militaire m'a rattrapé. Et j'ai fait. Oui, parce que vous étiez cité, comme beaucoup d'étudiants. Et j'ai été finalement volontaire à l'aide technique à la mairie de Fort-de-France. VAT, comme on les appelait à l'époque. J'ai été VAT à la mairie de Fort-de-France. C'était bien plus avantageux que de faire le service pendant 10 mois à Dezé ou à Gerbeaud, où il fallait porter des sacs, etc. Ou dans l'est de la France, comme certains d'entre nous, n'est-ce pas, qui ont connu le gel. J'ai été VAT à la mairie de Fort-de-France. La mairie de Fort-de-France, ça lui permettait d'avoir des gens un peu qualifiés à moindre coût. Voilà. Mais enfin, c'était quand même, ça représentait quand même, ça allait d'environ 800 à 900 euros. Quand vous avez 22 ans, et que vous sortez d'un contrat de qualification d'environ 400 euros, vous êtes content déjà d'arriver, de faire votre service militaire en étant payé 900 euros. Voilà. Et puis finalement, j'y suis resté à la mairie de Fort-de-France. Voilà. Et donc et ça a été la rencontre dont on va reparler avec Salve Chimie notamment, entre autres. Ça a été d'abord la rencontre avec Aimé Césaire. Voilà. Parce que tout jeune que j'étais, alors je me rappelle à l'époque, on peut le voir, j'avais deux petites boucles d'oreilles et je portais deux anneaux. Alors aujourd'hui, bon, tous les garçons ont des anneaux de chaque côté, comme les filles. Ils ont des signes distinctifs, parfois sur un tatouage, parfois sur un... Voilà, mais enfin à l'époque, là on parle des années 90, moi j'avais deux anneaux dans mes oreilles. Ça faisait un peu rebelle, quoi. Et je m'asseyais 4 matins par semaine devant Aimé Césaire pour lui parler du journal mensuel qu'il avait voulu créer, qu'il avait appelé Les Travaux et les Jours. Oui, je m'en souviens. Et donc j'étais son journaliste municipal attitré. Je m'occupais des photos, de la rédaction, de la maquette, de la mise en place du journal, des relations avec l'imprimeur. Et il m'avait donné une équipe de 4 personnes pour distribuer le journal dans les quartiers. C'était d'ailleurs très innovant parce que c'est quasiment l'une des premières municipalités qui rendait compte de ses travaux, de ses chantiers dans la ville. Et Dieu seul sait si à l'époque Fort-de-France en avait. Ce n'était pas le premier outil de communication de Fort-de-France. Fort-de-France avait depuis très longtemps un bulletin municipal épais qui sortait plutôt une fois par an. Et Aimé Césaire avait eu envie de rendre compte de manière, pas quotidienne, mais de manière très régulière. Et donc, on avait choisi le mensuel, tous les mois, aux habitants, quoi. Il adorait aménager sa ville pas à pas, petit chantier par petit chantier. Des communiqués audio qu'on entendait à l'époque RFO. Donc, ce journal, Fort-de-France avait 100 000 habitants à l'époque. Le journal était tiré en 20 000 exemplaires et il était distribué chaque mois dans tous les quartiers de la capitale. Et le maire en était très content. Et donc, j'avais une petite relation avec lui. Ce n'était pas une relation exceptionnelle, parce que moi, je n'avais pas un niveau, si vous voulez, qui me permettait, je ne veux pas vous faire la blague, que je discutais philosophie sur les morts avec Aimé Césaire. Bon. Ni de ses bouquins, forcément. Mais non plus, même si j'en ai lu certains aujourd'hui. Mais enfin, on avait une relation assez proche. Je pense qu'il était content d'avoir un jeune homme qui redécouvrait son pays, qui connaissait son métier quand même. Je faisais de belles photos. Alors, je me demandais, mais pourquoi vous avez des boucles d'oreilles, Rosemont? Pourquoi vous portez des boucles d'oreilles? Je dis, j'aime bien, c'est la mode, monsieur le maire. C'est la mode. Et puis j'ai dû les enlever 2 ou 3 ans après, parce que finalement, ça ne cadrait plus avec mon parcours. Mais c'était une période... c'était une période vraiment intéressante. Qu'est-ce que vous retenez de ces échanges avec celui qui était à la fois le nègre fondamental qu'il revendiquait et puis le premier grand homme politique réellement qu'on a eu? Moi, ce que je retiens, c'est encore ce que j'essaie d'exercer aujourd'hui. Césaire, c'était un poète, c'était un penseur, c'était un philosophe, c'était un concepteur d'idées, mais c'était un homme de terrain. Voilà. Moi, je l'ai vu, c'est comme ça que je l'ai vécu. Je l'ai vécu tous les jours à la rencontre. Il m'embarquait tous les jours à 6h30 du matin. Moi, c'était 3 ou 4 fois par semaine. Mais tous les jours, il avait son chauffeur et son garde du corps, Pierre Albici, et il allait faire le tour des quartiers, il allait voir les gens, il allait se rendre compte des difficultés des gens. C'était tous les matins, avant de revenir à son bureau et de recevoir encore d'autres gens. Et donc, c'est comme ça que je l'ai vécu, moi, Césaire, comme un homme de terrain. Et ce n'était pas qu'un philosophe, si vous voulez. C'était quelqu'un, finalement, de très discret,
Mais et de qui très œuvrait efficace. dans l'ombre. Oui. Et de très efficace. Parce que Fort-de-France, c'est quand même un territoire particulier, C'était difficile. le territoire à l'époque où tous les anciens ouvriers des usines c'est ça. C'est un territoire arrivaient, en fait. de D'où quartier, Volga-Plage, d'Outremel, de quartier d'habitat spontané, de quartier difficile à aménager. Et donc, souvent sans titre. Césaire faisait des tonnes et des tonnes de travaux. Et il avait d'ailleurs choisi le nom de son journal, Les Travaux et les Jours, à dessein. Il faisait des tonnes de travaux, des escaliers, des petits passages, des voies, de l'électrification. Et il le faisait et il allait se rendre compte tous les jours de l'avancée de ces chantiers et de la réception des choses par les habitants. Moi, c'est ce que j'ai retenu de lui, le terrain. Est-ce que vous considérez que sa popularité, parce que c'est quelqu'un qui est devenu extrêmement populaire, vient davantage de cette proximité que de son passé d'écrivain et d'homme politique national? C'est les deux. Si vous voulez, moi je pense que vous prenez une dimension quand vous êtes à la fois capable d'avoir une vision et de rester proche du terrain et de vous inspirer du terrain pour nourrir cette vision. Voilà, donc moi je pense que c'est les deux. Et en tout cas, l'amour que Fort-de-France lui a apporté et lui porte toujours, pour moi, il est davantage lié à son travail de terrain qu'à sa dimension d'écrivain ou de philosophe. Alors, on revient à Schellcher, parce qu'on avait une photo de Schellcher. On va voir une autre photo qui n'est pas prise à Schellcher, mais qui est en fait, voilà, cette photo que je vous laisse décrire. Oui. Alors, cette photo, bon, là encore, c'est ma vie privée, c'est ma vie de famille, c'est ma fille et mon fils. Donc, leur prénom, c'est Siloé et Stéphane, qui sont venus avec moi au cimetière des esclaves de Lens-Bélé, qui est un lieu que j'invite les gens à aller découvrir de manière paisible. Sur la commune qui se trouve, alors on y accède par Lens-Alane, aux Trois-Îlets, mais ça se trouve aux Anses d'Arlet. Voilà. Et c'est un cimetière d'esclaves en bord de mer. C'est un cimetière d'esclaves posé sur un cimetière amérindien. Voilà. Et c'est un site chargé d'histoire. C'est un site sanctuaire chargé d'émotions, d'histoire. Et c'est un site qu'une association, Comité Ans-Bélé, fait vivre de manière admirable, vraiment. Et c'est un site très important pour notre mémoire, pour notre fondation, pour notre culture. C'est là, c'est quand on va dans ces endroits-là qu'on sait mieux qui on est. On ne peut pas juste dire c'est le passé, balayons-le d'un revers de main. Et avec vos enfants, c'est la transmission de cette histoire. Exactement. Alors, bon, écoutez, je ne les force pas à venir à ces endroits-là. Moi, je pense qu'ils sont enchantés de m'accompagner autant que possible. D'ailleurs, on est sur le plateau et ma fille est à côté en régie, elle nous accompagne. Je pense que il y a beaucoup, bon, sur Facebook ou sur les réseaux sociaux, on voit ça beaucoup, vos enfants vous regardent. On a tendance à, oui, vos enfants vous regardent. Voilà. Et donc mes enfants certains me les regardent. exposent beaucoup d'ailleurs. Alors, bon, moi je ne les expose pas particulièrement. Aujourd'hui, bon, c'est un peu particulier, mais en tout cas, ils participent à ma façon de faire de la politique et ils suivent ça de près parce que c'est une façon assez simple et assez concrète, si vous voulez. Je ne suis pas dans les grands discours, je suis plutôt sur le terrain, au quotidien, dans l'aide aux gens, dans la prise en compte des difficultés des gens, dans... Voilà. Vous avez eu vos enfants après la trentaine? Oui, 35 ans et 39 ans. Parce que vous étiez tellement passionné par ce que vous faisiez, notamment à Fort-de-France, que vous avez pris le temps? Alors, bon, c'est pas seulement une question d'organisation professionnelle. Moi, j'ai toujours rêvé d'avoir des enfants jeunes. Mais enfin, bon, écoutez, il faut rencontrer la bonne personne pour faire des enfants. Donc voilà, ça a pris le temps que ça a pris. La bonne personne, en tout cas celle qu'on aura choisie. Oui, c'est ça, et qui vous a aussi choisi. Bien sûr, bien sûr. Voilà, donc j'ai pris le temps j'ai pris le temps, et puis j'ai eu ma fille à 35 ans, et c'est vrai qu'elle est arrivée à un moment où ma carrière professionnelle était assez chargée, puisqu'à ce moment-là, j'étais directeur de cabinet du président de la CACEM, qui était Serge Letchimy. Absolument. Alors, on va voir deux photos pour terminer cette première séquence, où on vous voit au micro, et je pense que beaucoup de Martiniquais ont cette image en tête. Quand on voit François Rosemont, il est souvent au micro. Ouais. Ce côté orateur, alors on pourrait penser que vous le tenez d'Aimé Césaire, parce que c'est un très très grand orateur, plus que Serge Letchimy d'ailleurs, dont on va parler tout à l'heure, qui lui était au début pas très chaud pour parler au micro. D'où vous vient ce goût pour la prise de parole, ce goût pour l'expression orale notamment?
Eh bien, j'ai aucun goût pour la prise de parole. Je n'ai aucun goût pour la prise de parole. Ou traquant, comme on dit? Oui, je suis assez mal à l'aise. Et ça m'est déjà arrivé d'ailleurs de bafouiller devant un micro. Donc c'est un peu contre nature, les photos qu'on voit là. Oui, alors non, elles ne sont pas contre nature. Il se passe quelque chose quand même. Ce que je peux dire, c'est que bon, j'ai été longtemps timide. J'ai été longtemps assez timide. Ça ne m'empêche pas d'être organisé, ça ne m'empêche pas d'être déterminé. Mais j'ai un fond timide, si vous voulez. Et les circonstances dictent le fait que je sois au micro. Hein. Alors là, on a la campagne, sur la gauche, on a la campagne des municipales de 2020. Sur la droite, on a la campagne des territoriales de 2021. Le micro, je suis mal à l'aise. En campagne électorale, c'est un exercice quasi obligé. Tout à fait. Alors je suis mal à l'aise au début, mais en fait, plus vous êtes imprégné de votre sujet, plus vous croyez en ce que vous dites et plus vous êtes libéré. En tout cas, c'est mon cas. Vous oubliez le micro. Ah, complètement. Moi, au bout d'un moment, je prends du rythme, je prends de la dynamique et je pense que ce que je raconte devient intéressant. Et cette responsabilité, cette prise de responsabilité d'homme public, là non plus, enfin, moi, je vous ai connu relativement tôt dans votre carrière professionnelle et bon, on avait l'impression effectivement de quelqu'un de timide et de quelqu'un de réservé qui ne souhaitait pas forcément être en première ligne. À quel moment s'est fait le déclic? Le déclic s'est fait à Shellshare. Voilà, moi je vous ai dit, hein, j'habite Shellshare depuis que j'ai 22 ans. J'ai vu la ville évoluer et puis à un moment, je l'ai vu arrêter d'évoluer. Ou en tout cas, d'arrêter d'évoluer comme moi je l'envisage et comme aujourd'hui les membres de mon groupe l'envisagent. On ne peut pas dire, moi je dis ça souvent, on ne peut pas dire qu'un maire ne fasse rien. On ne peut pas dire que Luc Louison Clémenté n'a rien fait. Mais il a beaucoup travaillé dans le fond. Il a beaucoup travaillé. Aussi, il a beaucoup travaillé. Oui, un peu. Il a beaucoup travaillé, par exemple, sur les politiques dédiées aux personnes âgées. Il a travaillé sur l'aide sociale à la population. Mais Shellshare n'a pas trouvé l'épanouissement, le rayonnement qu'elle devrait trouver. Voilà, si vous voulez. Moi, je considère que Shellshare a un potentiel extraordinaire, qui est un potentiel lié à la diversité, à la qualité de sa population, un potentiel lié à ses ressources naturelles, à son patrimoine, à sa biodiversité, à sa façade maritime, à son université. Bon, et je pourrais continuer comme ça longtemps. Et tout ça n'a pas du tout été mis en valeur depuis bientôt 3 mandats de Clémenté. On a bien compris que Luc Louison Clémenté, s'il se représente, aura Franck Saint-Rosemont face à lui. De nouveau. En tout cas, pendant un certain temps. On va passer à la deuxième partie de cette émission et continuer à parler de votre parcours et de vos idées à travers la rubrique Matinique. Alors, Franck Saint-Rosemont, on a parlé de cette Martinique que vous avez chevillée au corps, que vous avez, qui fait partie de votre quotidien et quelque part de vos tripes. Quel regard vous portez sur ce qu'elle est aujourd'hui en 2021? On enregistre cette émission le mercredi 13 octobre 2021. On sort d'un confinement et d'une période très très dure pour la société martiniquaise avec plus de 500 morts du Covid. Comment est-ce que vous percevez la société aujourd'hui? Alors cette période Covid, c'est une période difficile. Il ne faut pas se le cacher. Elle est difficile pour tout le monde. Elle est difficile pour les habitants, pour la population, pour nous. Et elle est difficile aussi pour les responsables publics. On n'a jamais eu affaire à une pandémie de cette envergure. Aucun gouvernement voilà. dans le monde. Donc moi, je ne jetterai la pierre à personne, ni à ceux qui organisent plus ou moins bien les choses, ni à ceux qui résistent plus ou moins à la vaccination, par exemple. Moi, je ne jetterai la pierre à personne. Vous êtes vacciné? Alors, je ne suis pas encore vacciné, mais j'ai depuis le mois de juin, juillet, l'intention de le faire. Et puis, je suis tombé malade. Voilà, donc, j'ai eu le Covid. J'ai eu une forme pas trop méchante, voilà, qui me permet d'être là aujourd'hui. Vous avez les anticorps. Voilà, donc j'ai des anticorps pour encore 4 mois. Donc j'en profite, mais je vais me faire vacciner dans 3 ou 4 mois. Oui. Est-ce que vous avez l'impression que
sur les 10-15 dernières années, on va dire que la crise du Covid est un peu la crise de trop pour nous, parce qu'on a connu, on va le voir d'ailleurs à travers cette photo qu'on va afficher, on a connu le scandale du chlordécone, on a connu les sargasses, on a connu les crises identitaires, on a connu la brume de sable, enfin on n'a pas fini. On n'a pas fini. Alors on est un peu épargné par les cyclones, même si on l'a vu hier encore, on a eu des torrents d'eau depuis. Est-ce qu'on est une société écorchée vive ou décorchée vif? L'histoire est douloureuse. Hein. L'histoire est douloureuse, l'histoire est complexe pour nous. Voilà, on n'est pas. Moi, je dis ça souvent. On n'est pas la France. La France est un pays millénaire et même la France. Oui, 68 millions d'habitants. Voilà. Aujourd'hui, à l'heure de la créolisation du monde, c'est vrai, Glissant le disait, mais c'est une réalité. Et même Mélenchon l'a dit il y a pas longtemps. Le monde se rencontre aujourd'hui. On a beau essayer de dresser des frontières, on le voit aux frontières de l'Europe, aux frontières des États-Unis. On voit que les frontières, c'est pas tenable, quoi. Les mouvements humains, les mouvements de population, ils ont toujours eu lieu, mais depuis des millénaires. Et donc, même ces pays-là, qui sont des pays vieux, anciens, qui ont une histoire médiévale, ancienne, même ces pays-là, ils ont un peu de mal à tenir le choc. Bon, peut-être que nous, on dit souvent que les Martiniquais sont résilients. Moi, je crois qu'on est résilients. Et oui, on a parlé de chlordécone, on parle de cyclone, on parle de pandémie. On va résister. On va peut-être tomber, on va mettre un genou à terre, on va se relever. La photo qu'on voit à la France Inter-Monde, donc vous êtes en train d'afficher en fait des banderoles concernant le scandale du chlordécone. Alors on est en train d'afficher les 10 exigences citoyennes dans le cadre de la lutte contre le chlordécone. Voilà. Je fais partie du lionnage pour dépolluer Martinique. C'est un autre de mes engagements. Moi, je considère que c'est une crise qui est grave. Elle touche à notre santé. On a le taux de cancer de la prostate et de cancer du sein le plus élevé au monde, quasiment. On a des problèmes de malformation. On a toutes sortes de problèmes de santé ici. Notre alimentation est polluée, nos terres sont polluées. Aujourd'hui, notre air est pollué par la brume de sable. Bon. J'ai estimé qu'il fallait s'engager pour obtenir des réponses, des solutions. Pour moi... Des réparations? Pour moi, et oui, des réparations. Parce qu'on a beaucoup entendu parler de demandes de réparation, notamment à travers le mouvement de Graça Malsa, le MIR, et puis un certain nombre d'autres mouvements revendicatifs. Est-ce que finalement, pour l'État français, et peut-être pour d'autres groupes, ce n'est pas l'occasion justement là de un peu atténuer les blessures de l'esclavage? Ça devrait. En décidant finalement de dédommager toutes ces personnes, en l'occurrence quasiment toute la Martinique. Ça devrait. Parce qu'il y a des gens qui sont morts de cancer. Ça devrait, mais ce n'est pas le cas. Ça devrait, mais ce n'est pas le cas. Et on se rend bien compte qu'il y a des résistances de l'État, que nous avons face à nous un État, on le dit souvent, un État jacobin, centralisé à Paris, qui ignore ou qui méprise même parfois nos préoccupations. On est des citoyens français un peu de seconde zone. C'est vrai, c'est vrai. Alors, bon, Edima, je vous disais ça de temps en temps, mais c'est parce que nous sommes loin. Mais je me demande si ce n'est pas la réalité. Nous sommes loin, nous sommes différents. En tout cas, moi je crois que chaque épreuve a ses solutions. Il faut se battre pour obtenir des compensations et des solutions surtout. Voilà. Il faut que les tests de chlordéconémie puissent être faits en Martinique. Il faut que des moyens soient alloués à la recherche pour dépolluer les terres. Il y a des moyens qui existent, y compris avec les sargasses. Vous vous rendez compte que si l'État et d'autres mettaient ensemble des moyens pour qu'on étudie cette possibilité de dépolluer le chlordécone grâce aux sargasses, mais on règle deux problèmes d'un coup. Voilà. Et l'État n'est pas dans cette dynamique-là. L'État est dans une dynamique de miettes, de mains fermées. Et moi, je suis très content aujourd'hui. Je ne suis pas de l'idéologie de la majorité politique de Serge Letchimy aujourd'hui, mais je note avec satisfaction que la CTM s'est portée partie civile dans ce dossier du chlordécone. Et c'est une grande satisfaction pour moi que les élus et les institutions martiniquaises ne laissent pas nos associations seules face à l'État dans ce combat-là, qui est un combat de la collectivité martiniquaise. Hier a commencé le procès pour les réparations des dommages de l'esclavage. Bon, on ne sait pas à quoi ça va aboutir aujourd'hui. C'est vrai qu'on
juridiquement, on ne s'appuie pas sur grand-chose, mais bon, il y a effectivement un passé terrible derrière ça et la demande de réparation. Est-ce que vous considérez qu'on a intérêt à aller vers une judiciarisation des revendications, comme ça se passe souvent aux États-Unis pour des causes souvent privées d'ailleurs? C'est l'une des voies. Si vous voulez, moi je considère que dans un combat, il y a plusieurs voies. Voilà. Il y a des voies radicales, il y a des voies modérées, il faut utiliser toute la palette. Ouais. Et puis moi, qui suis-je pour dire aux activistes, entre guillemets, qu'ils n'ont pas le droit de monter au créneau, etc. Non. Chacun fait en son âme et conscience. Voilà. Et moi, je suis sûr que l'ensemble des actions contribuent à un résultat commun. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que oui, c'est qu'il faut une forme de réparation. Les formes de réparation, elles changent en fonction des pays, en fonction des consensus, en fonction des accords. Ouais. Il y a des pays où on indemnise individuellement les gens. Il y a des pays où l'aide au développement, à l'épanouissement est plus fort en réparation d'eux. Ouais. Bon, peu importe la solution, mais il faut qu'il y ait une solution. On va voir la photo. Parce que, juste pour finir sur ça, c'est important quand même. Vous savez, quelqu'un vous fait une crasse, quelqu'un vous fait une méchanceté, c'est quand même plus facile de pardonner et d'avancer quand la personne vous a dit « je suis désolé, je m'excuse ». Voilà. Même s'il n'y a pas forcément Ça signifie qu'aujourd'hui, vous considérez par exemple qu'entre la communauté béké, que beaucoup montrent du doigt et considèrent comme la communauté responsable, même si c'était ses ascendants, ses ancêtres, de cet esclavage, et les autres communautés qui vivent en Martinique, notamment la communauté noire, il y a encore aujourd'hui possibilité de réconciliation? Bien sûr qu'il y a possibilité. Bien sûr qu'il y a possibilité. Et moi, je pense que c'est une attente de la communauté martiniquaise dans son ensemble, ce rapprochement et cette interpénétration. Il faut quand même qu'on arrête de se raconter des histoires. Alors, à quand est-ce que, par exemple, Franck Saint-Rosemont pourrait prendre l'initiative d'une espèce de grand semblé, il faut utiliser une expression politique. Voilà, un groupe de mots qu'on a entendu pendant les élections ces dernières années, entre toutes les communautés martiniquaises, bien entendu béké y compris, pour tout se dire. Oui. Moi, je pense que ce serait une excellente initiative. Je pense qu'il ne faut pas se disperser. Il ne faut pas non plus rêver, il y en a qui refuseront. Oui, mais ça n'empêche pas de prendre l'initiative et d'essayer des choses. Voilà. Bon, je pense que d'autres essaient déjà. Je pense qu'il faut continuer à essayer, mais il ne faut pas non plus se boucher les yeux. Quoi. Vous ne pouvez pas, moi j'entends certains membres de cette communauté d'anciens colons, de cette communauté béké, qui aimeraient bien qu'on passe sur tout ça, quoi. C'est le passé, avançons ensemble. Moi, le temps du vivre ensemble. Mais non, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Il faut quand même fouiller les choses, mettre les choses à plat. Crever l'abcès, quoi. Crever l'abcès, voir les responsabilités. On ne peut pas dire que les békés d'aujourd'hui ne profitent pas du système d'hier. Voilà, je veux dire, on voit bien. Et puis, il y a une autre chose qui est très importante. Moi, j'entends tous les discours bienveillants et sympathiques. Les békés se mélangent peu. Alors bon, ça dénote quand même d'un état d'esprit particulier. On va y revenir un peu tout à l'heure, mais je voudrais qu'on avance avec la photo suivante. Bon, on revient là dans le contexte du coronavirus. On vous voit masqué au conseil municipal de Schœlcher. Vous avez eu le Covid, donc vous savez ce que c'est. En quoi est-ce que cette période qu'on vient de vivre de manière sociétale et collective, de façon très très douloureuse, en quoi est-ce qu'elle peut nous aider à grandir? C'est compliqué de répondre à cette question-là. Bon, si vous voulez, c'est une épreuve de plus, et les épreuves construisent. Les épreuves construisent les individus, les épreuves construisent les dynamiques collectives. Quand on voit par exemple la polémique et les rivalités qui sont nées de cette question de vaccination, de passe sanitaire, imposée d'ailleurs par le gouvernement de façon peut-être maladroite. Il faut peut-être qu'on en sorte pour qu'on s'aperçoive de ce que ça nous aura apporté. En tout cas, moi, je me ferai peut-être des ennemis, mais moi, je regarde, j'essaie d'enlever de mon esprit les ferments de complot et de machination, etc. Et il me semble quand même, si on fait confiance un peu aux chiffres qui existent à l'échelle du monde, que la vaccination sauve des vies.
Elle n'est pas parfaite. Elle génère parfois des incidents, des accidents, mais ça n'a rien à voir avec la quantité de personnes qui décèdent simplement du Covid parce qu'ils ne sont pas vaccinés. Donc moi, je suis plutôt favorable à la vaccination. Je respecte les personnes qui ne souhaitent pas se faire vacciner. C'est la responsabilité de chacun. Par contre, je suis fermement défavorable à l'obligation vaccinale qui est faite aujourd'hui aux soignants et qui a tendance à s'élargir. Et qui risque aussi de nous exploser à la figure parce qu'on voit bien qu'il y a des oppositions qui sont déterminées. Et qui entraînent, c'est cette obligation vaccinale qui entraîne une espèce de délitement de la société. Bon, écoutez, moi je suis sur une position de responsabilité individuelle et collective, pas sur des positions d'obligation. Oui. Alors, on n'en est pas encore à la rubrique politique, mais avec vous, on est obligé d'y revenir rapidement. Là, vous étiez donc au conseil municipal de Schœlcher. On va voir deux autres images qui symbolisent un petit peu le mouvement que vous portez aujourd'hui, à travers à la fois les ateliers Schœlcherois, qui sont l'association que vous avez créée, association engagée, pas encore un parti politique. Tout à fait. Bientôt. On réfléchit à transformer l'association en association à but politique. Et puis à côté, l'affiche des municipales, les citoyens Schœlcherois. C'était le nom de la liste, citoyens Schœlcherois. Tout à fait. Alors, quelle est l'essence, je dirais, la genèse même de ce mouvement? L'essence, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le constat que cette ville pleine de potentiel n'utilise pas ce potentiel comme elle pourrait l'utiliser. Voilà. Et c'est le sentiment que nous pouvons apporter avec un groupe de Schœlcherois qui s'élargit, qui grandit au fur et à mesure, qui se structure au fur et à mesure. C'est le sentiment qu'on peut apporter une autre vision à Schœlcher. Écoutez, il y a eu la période Eustache Bertrand, il y a eu la période Alfred Almond, il y a eu la période Luc Luzon-Clémenté, qui, je l'espère, va s'achever dans quelques années, parce que l'alternance, ça me paraît une chose importante, à Schœlcher et ailleurs. L'alternance, c'est une chose importante. C'est le troisième mandat qu'il a entamé, Luc Luzon-Clémenté. Voilà, le maire de Schœlcher est en train de réaliser son troisième mandat. Il aura fait près de 20 ans. 3, c'est trop? Vous êtes contre le cumul et la longévité trop importante? Je suis pour une limitation à 2 mandats successifs. Voilà, 12 ans. 12 ans à la tête d'une ville. Si vous n'avez pas réussi à impulser un certain nombre de projets et même à réaliser un certain nombre de projets, pas la peine, quoi. Donc les ateliers Schœlcherois, l'objectif même de l'association et donc bientôt du parti politique, c'est clairement la prise de pouvoir au niveau territorial de Schœlcher. Alors oui, c'est la prise de pouvoir. La mobilisation des habitants aussi. C'est d'abord la mobilisation des habitants. C'est la prise de pouvoir portée par la mobilisation des habitants. Le projet que nous portons, c'est un projet construit par les habitants de Schœlcher. Alors, pas tous les habitants, parce que tous les habitants n'ont pas participé à nos ateliers. On a réuni des ateliers sur le développement économique, sur le développement durable. On va voir d'ailleurs d'autres photos pendant que vous vous exprimez, vous pouvez les commenter. C'est vraiment ça. Là, par exemple, c'est avec la Sopamar, je crois. Alors, nous sommes sur un chantier en haut de Terreville où il y a eu des excès de la part d'un promoteur qui a défriché des zones interdites, des zones protégées. Sans permis? Il les a défrichés en excédant son permis, en allant au-delà des droits que lui conférait son permis. Voilà, donc nous sommes montés au créneau avec la Sopamar sur ce chantier-là et nous allons revenir au créneau parce que avec mon groupe, nous sommes opposés à la création d'une voie de désenclavement. Alors nous ne sommes pas contre le désenclavement de Terreville, mais pas par là. Pas par là. Et là, on veut continuer à déboiser cette même forêt de Terreville pour faire une voie qui va passer près de l'habitation, Font-Rousseau, etc. Le dossier, pour l'instant, est simplement inscrit au plus que nous allons devoir valider. Plan local d'urbanisme. Plan local d'urbanisme que nous allons devoir valider au conseil municipal. Et quelle est la position de la municipalité sur ça? La municipalité est favorable à ce projet. C'est elle qui présente cette version-là du plus. Voilà. Alors, ce sont des travaux qui, s'ils sont validés, vont être conduits par la CACEM. Mais enfin, nous y sommes défavorables parce que nous ne voulons pas que le patrimoine naturel de Schœlcher soit encore dilapidé. On voit une autre photo, Franck-Santos Osmond, où là vous êtes avec des habitants. Ce sont des membres du groupe Les Ateliers Schœlcherois. Voilà. Et donc là, nous avons mené une opération de nettoyage de manière très régulière. Nous menons des opérations d'information des habitants, des opérations d'écoute, des opérations de nettoyage de quartier, c'est très important. De sites. Oui, c'est important. La protection de la nature, la préservation de la nature. Oui, on a une belle ville. On a une ville avec une vraie biodiversité, autant sur sa façade maritime que dans son arrière-pays. On a des espèces rares.
de plantes à Schellcher et des laboratoires de l'université peuvent en témoigner. Et voilà, il n'y a pas de lien ville-université suffisamment fort pour développer la recherche autour de ces sujets-là. Et puis pas que la recherche, pas que la recherche, des animations, des activités liées à l'attractivité du territoire. Il y a plein de choses à faire dans l'arrière-pays, de la démarche, de Terreville. Il y a Alors plein je de choses parlais à des faire. habitants, on regarde la photo suivante. Là où vous êtes effectivement avec des, je pense toujours à Schellcher, Oui. avec des habitants, donc pendant la campagne. Alors Pendant non, la ça campagne électorale, c'était en 2018 et 2019. C'était en 2019. On a eu une grande grève des transports pendant laquelle Schellcher a été privé de bus pendant près de 5 mois. Oui, on s'en souvient. 5 mois. 5 mois d'inertie de Martinique Transport et 5 mois d'inertie de la municipalité. Alors ce jour-là, quand nous avons décidé avec un collectif d'habitants de monter à Martinique Transport, à la CTM, de marcher de Schellcher jusqu'à la CTM et de rencontrer les élus, et donc notamment Louis Boutrin, qui était président de Martinique Transport, qui nous a d'ailleurs écoutés. Et à partir de cet entretien-là, les choses ont commencé à bouger. C'est ce jour-là que le maire a fait une conférence de presse pour dire qu'il allait porter plainte 5 mois après l'arrêt du transport. Quoi. Voilà, donc oui, nous sommes... Enfin, moi, je vous l'ai dit, c'est le terrain. Il faut se préoccuper des difficultés des gens. Et moi, je suis aux côtés de la population quand il y a des difficultés. Alors, les problèmes de transport, de circulation, de stationnement sont des problèmes terribles en Martinique. Hein. On le voit tous les jours, on a quasiment des bouchons tout le temps. Stationner aujourd'hui auprès des zones très fréquentées, c'est quasiment impossible. Est-ce que, par exemple, vous militez pour que le TCSP arrive rapidement à Schellcher ? Oui, moi je suis assez... Alors c'est un sujet dont on a parlé dans nos ateliers et de manière globale, nous sommes assez favorables le TCSP, je le rappelle, projet. C'est le tram sur pneu qui... Exactement. Alors en l'occurrence, pour Schellcher, il n'est pas sur pneu, il est en l'air. Oui. C'est une espèce de téléphérique qui sort de Fort-de-France et qui arrive à Schellcher. Vous y croyez ça ? C'est réalisable. Comme le téléphérique du Mont Rouge ? C'est réalisable. Voilà. Oui, c'est réalisable. Il y a moins d'emprise au sol que pour un véhicule sur roue. C'est tout à fait réalisable. Et moi, je suis assez favorable à ce mode de transport-là. Je suis aussi très favorable au développement du transport maritime. Moi, je ne peux pas comprendre que la ville de Schellcher ou la CACEM ne se battent pas pour qu'il n'y ait pas un arrêt de la navette case-pilote Fort-de-France à Schellcher. C'est surprenant que ça n'ait pas évolué durant la première mandature de la CTM parce que Louis Boutrin était un des fervents défenseurs de ce transport maritime. Écoutez, il y a eu une phase d'expérimentation, mais moi je pense que les expérimentations débouchent sur des choses concrètes quand on a des élus au combat. Voilà. Et donc manifestement, Schellcher n'est pas monté au créneau pour dire « je veux un arrêt sur mon ponton. J'ai un magnifique ponton, j'ai une magnifique place avec des places de parking. » La navette maritime, j'ai une ville de 20 000 habitants. Construite par Alfred Almond. Construite par Alfred Almond et la CACEM. Voilà, les deux places. Moi, je ne comprends pas que jusqu'à ce jour où nous parlons, il n'y ait toujours pas de navette maritime qui s'arrête dans la 4e ville de la Martinique. Alors, il nous reste une dizaine de minutes. On aura besoin de toutes ces 10 minutes pour parler politique. Mais avant de passer à la rubrique politique, un mot sur le Nord-Caraïbe. Schellcher, c'est la porte d'entrée du Nord-Caraïbe, en tout cas la partie littorale. Aujourd'hui, est-ce que c'est pas un petit peu cette zone après Schellcher n'est pas un petit peu abandonnée elle est très accidentée, elle est très sèche, très aride. Vous voyez comment est-ce qu'aujourd'hui, il faut que Schellcher, à travers Fond-la-Haye, à travers Fond-Béarnier, Fond-Boucher, se développe un peu plus vers le Nord-Caraïbe ? Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait davantage de coopération entre la CACEM et Cap-Nord sur ce sujet-là. Moi, je considère que les grandes villes du Nord, que sont Schellcher, Sainte-Marie et Saint-Joseph, qui fait partie de la circonscription Nord. Et Saint-Pierre du côté Nord-Caraïbe. Moi, j'appelle ça... Bon, qui n'est pas très grande. Mais voilà, moi, je parlais des villes peuplées, locomotives, voilà, parce que bon, Saint-Joseph, c'est près de 17 000 habitants. Sainte-Marie, plus de 20 000, je pense, aujourd'hui, c'est 18 000, je crois. Et Schellcher, c'est 20 000. Bon, ces trois... Il y a de la coopération à créer autour notamment de ces villes-là, mais autour des deux communautés d'agglomération, CACEM et Cap-Nord. Voilà, pour repenser les dynamiques, pour repenser l'aménagement du territoire avec la CTM, évidemment. Ça faisait d'ailleurs partie de notre programme avec Marcelin Nadeau et Jean-Philippe Nilor.
repenser l'équilibrage en termes de développement économique, mais en termes de services publics aussi sur ce territoire nord, qui, c'est vrai, est un peu délaissé. Voilà. Et Shellshare, oui, Shellshare a son rôle à jouer. Shellshare, moi, je dis, Shellshare n'a pas vocation à être une ville dortoir. Shellshare a vocation à être une ville qui rayonne et qui apporte de l'innovation en Martinique. Alors on continue à parler politique parce qu'en fait on n'a quasiment jamais arrêté de parler depuis le début de cette émission à travers la troisième partie politique. Alors Franck Sainte-Rose-Rosemont, je vais d'abord vous proposer un logo qui est cher à votre cœur parce que je crois même que c'est vous qui l'avez dessiné. On va le voir tout de suite. CACEM, communauté d'agglomération du centre de la Martinique. Alors, ce n'est pas moi qui l'ai dessiné, c'est une agence de communication. Mais vous l'avez fortement inspiré. À l'époque, eh bien, j'étais simplement le responsable de la communication et le directeur de cabinet du président qui avait en charge la création du logo de la CACEM. Voilà. Et il y a un petit côté Jeux Olympiques à travers ce logo. Il y a un petit côté lionnage. Voilà, lionnage de nos 4 communes et solidarité. C'était surtout ça, solidarité et rayonnement. Voilà. Et je le disais, là, vous avez connu le CICEM, je crois même qu'avant le CICEM, il y a eu autre chose. Non, c'était le CICEM. La première instance, c'était le syndicat intercommunal du centre de la Martinique qui s'est transformé en CACEM. En CACEM, communauté d'agglomération, qui a été la première communauté d'agglo de Martinique. De Martinique, absolument. Et vous avez, depuis le CICEM, vous avez porté un peu cette structure. Oui. Alors j'ai été appelé alors j'étais à la mairie de Fort-de-France, on en a parlé en début d'émission, où j'étais journaliste municipal. Et j'ai été appelé... Mais honnêtement, voilà, ça a commencé à vous ennuyer, vous aviez envie de faire autre chose, quoi. Si vous voulez, moi j'ai des cycles professionnels de 6 à 8 ans. Voilà. Tous les 6-8 ans, j'ai envie de faire autre chose de ma vie professionnelle. Donc voilà, ça tombait bien. J'ai été contacté par Yves Mauvois, qui était directeur général du CICEM, et qui avait besoin d'un collaborateur qui s'occuperait de la partie... Alors, à la fois de la partie communication, sur l'enjeu usine d'incinération, et puis à la fois de la partie développement des initiatives environnement, et en particulier du tri sélectif. Voilà, donc j'ai été à l'origine de la mise en place du tri, le tri du plastique, du verre, du métal, etc., sur l'agglomération centre. Tout ce qui concernait en fait la collecte qui n'était pas radioménagère. Exactement. Et puis ensuite, nous sommes passés à la phase de construction et de transformation en CACEM. Donc il y a eu la CACEM et il y a eu, donc on va voir cet extrait en fait d'un article de l'Express. Il y a eu cette passation de pouvoir. Alors je ne sais pas si c'est tout à fait ça, mais oui, tout à fait. Donc, c'est cette fameuse opposition et ce différend de départ, dès le début de la CACEM, entre Serge Letchimy et Pierre Samo. Pierre Samo, maire du Lamentin, qui décide de boycotter les instances de la CACEM. Ça a duré quasiment 2 ans de mémoire. C'est ça. Et tout simplement parce que Serge Letchimy a revendiqué la présidence, alors qu'elle aurait été promise à l'époque à Pierre Samo. Alors maintenant que vous n'y êtes plus, Franck Sainte-Rose-Rosemont, dites-nous la vérité. Est-ce que Pierre Samo s'était vu promettre la présidence de la CACEM? Je ne pourrais pas vous répondre. Vous étiez dans les négociations à l'époque? Moi, je pense... Oui, je suis entré dans les négociations. Parce qu'en fait, quand Serge Letchimy est arrivé à la présidence de la CACEM, dans une période donc conflictuelle avec le Lamentin, je n'étais pas encore directeur de cabinet. Il m'a trouvé là. Il a trouvé là un salarié qui s'occupait de communication et d'environnement. Et c'est ensuite que je suis devenu son directeur de cabinet et que j'ai effectivement participé au retour du Lamentin. Voilà. Mais pendant 2 ans, le Lamentin n'a quasiment le Lamentin n'a pas siégé du tout. Et n'a bénéficié de rien quasiment non plus au sein de la CACEM. Ah, il y a quand même des mécanismes un peu obligatoires. À l'époque, il y avait la Sémaville qui était en train de... Oui, non, on peut pas. La CACEM n'a pas juste récupéré les sous du Lamentin. Non, il y a quand même des mécanismes obligatoires. Et les élus se sont arrangés pour que le Lamentin continue à mener ses actions et la réconciliation s'est même faite aussi sur le plan politique, de la politique politicienne. Il y a eu une alliance. Je ne sais pas, si vous voulez, d'où est venu ce conflit. Moi, j'imagine qu'un responsable politique comme Pierre Samo n'entre pas en conflit gratuitement. Et qu'il y avait peut-être effectivement des accords entre les anciens maires, les anciens élus, pour dire qu'il serait le premier président. Moi, je veux bien croire que c'est la réalité, mais enfin, il y a aussi une réalité politique, réelle, électorale, qui est que Fort-de-France était la ville qui pesait lourd
très lourd dans la CACEM. Elle pèse toujours lourd, mais un peu moins. C'était donc logique, c'est peut-être ce qui a que Serge si vous voulez, soit le premier président de la CACEM. Je comprends la réaction de Pierre Sameau, mais je comprends aussi l'ambition foyalaise de Serge Letchimy. Alors, on va voir cette photo de quelqu'un que vous connaissez forcément très très bien, mais vos destins se sont séparés. Oui. Tout le monde le reconnaît, hein, Serge Letchimy, qui est président de la CTM aujourd'hui, ancien président de la région, député, ancien maire de Fort-de-France, ancien président de la CACEM. Et sur une partie de ce parcours, vous l'avez fait avec une partie de ce parcours, vous l'avez fait avec lui. Oui, je l'ai accompagné. Notamment sur sa première mandature, sa mandature CACEM. Sa mandature CACEM. Qu'est-ce qui a fait que écoutez, je l'ai accompagné vos chemins se soient séparés? Et je dois dire qu'il m'a donné ma chance. Moi, je vais le dire franchement, si je suis aujourd'hui ce que je suis, un homme de terrain, un homme de parole, un homme d'engagement, un homme d'action, c'est parce que j'ai vu Aimé Césaire travailler concrètement, mais c'est aussi parce que j'ai vécu le travail avec Serge Letchimy. On peut dire ce qu'on veut de Serge Letchimy, on peut ne pas partager ses options politiques, on ne peut ne pas partager certains de ses zanzolages. C'est un bosseur. Ah oui, parce que vous considérez qu'il a zanzolé. Parfois, oui. Sur certains dossiers, oui. Sur certains dossiers, bon, il y a des relents quand même de politique politicienne. Bon, mais enfin, bon, c'est peut-être assez courant. Si vous retenez... c'est un bosseur. Voilà. C'est un bosseur, il travaille H24. Si vous deviez retenir une action emblématique de votre collaboration durant la période de votre collaboration avec Serge Letchimy, ce serait quoi? La CACEM ou autre chose? Oui, c'est la CACEM. C'est la CACEM. Moi, à partir du moment où... alors, j'ai été militant du PPM. J'ai accompagné son élection à la mairie de Fort-de-France et parallèlement, je travaillais à la CACEM, dont il n'était pas président. Voilà. C'est pas tellement au PPM qu'on s'est côtoyé, c'est à la CACEM. Oui, c'est dans l'activité professionnelle, c'est dans son ambition territoriale, c'est dans son ambition de développement de Fort-de-France et d'aménagement de l'agglomération. C'est dans ça que je l'ai accompagné. Est-ce que sous Serge Letchimy, le PPM a perdu son âme? Moi, je considère que... Le Parti progressiste martiniquais, je précise. Je considère qu'il y a, oui, certainement des virages qu'il n'a pas su prendre. Voilà, on peut dire ce qu'on veut. Serge Letchimy n'est pas Aimé Césaire. Et ça reste quand même le Christ du roman de Chamoiseau, celui qui est urbaniste, qui a quand même transformé aussi la ville. Oui, enfin, transformer la ville. Il l'a transformée en partie. Bon, on ne peut pas tout faire. Et puis le temps est compté. Et puis la charge est lourde. Mais aujourd'hui, clairement, vos chemins se sont séparés et il n'y a pas de réconciliation possible. Non, mais nous ne sommes pas fâchés. Moi, je suis parti, j'ai démissionné de la CACEM en 2007. Le mandat s'achevait en 2008. J'ai démissionné en 2007 pour aller créer des entreprises. Simplement parce que... Et puis les ateliers Chelcherois par simplement, les ateliers Chelcherois viennent en 2018. Ah oui, ça vient bien plus loin, après, ça vient 10 ans après. Simplement parce que j'avais envie de m'épanouir. J'étais arrivé au bout de mon cycle professionnel. Je n'avais pas envie, quand la présidence de Serge Letchimy à la CACEM s'arrêterait, de revenir avec lui à la ville de Fort-de-France. Ça ne m'intéressait pas à ce moment-là. Alors justement, et donc je suis parti. Mais nous sommes en très bons termes. Et écoutez, vous savez, je suis très intéressé par le dossier chlordécone, je l'ai dit tout à l'heure. Je lui ai même proposé, là, il y a quelques semaines, quelques mois, écoutez, de participer avec lui, s'il le souhaitait, à travailler sur ce dossier. Mais pas politiquement, puisqu'on va le voir sur cette photo. Vous êtes rapproché de Jean-Philippe Nilor et Marcelin Nadeau, A2PN, donc la liste qui était menée globalement sur cette PIA. Sur cette photo-là, je suis avec le maire de l'enclos, qui s'appelle M. Marteau. Oui. Voilà, conseiller municipal de Chelcher. Non, il n'est pas conseiller municipal de Chelcher, c'est un président d'association. Non, c'est une expression. Oui, bien sûr. C'est un monsieur, Jean-Louis Marteau est un monsieur très influent dans son quartier à l'enclos. Et voilà, et donc pendant la campagne A2PN, évidemment, je suis allé à sa rencontre et on a pu échanger. Donc ça, c'était pendant les élections territoriales. Ça, c'était là, il y a 6 mois. Bon, le score est un peu décevant quand même. Autour de 12% de mémoire. Le score est un peu décevant. Alors, si vous voulez, on me pose souvent la question de savoir pourquoi est-ce qu'avec les ateliers Chelcherois, nous avons rejoint cette équipe-là. Nous avons rejoint cette équipe-là parce que c'est celle qui regroupait, avec laquelle nous avions le plus de valeurs et de visions en commun. Une alliance durable, voilà. A priori. Alors, écoutez, je n'en sais rien. Pour dire les choses comme elles sont, et sans langue de bois, nous avons été un peu déçus de la campagne. La campagne a été menée de manière
pas très bien organisé. Voilà, il n'était pas piloté. Là, vous scellez un peu déjà votre séparation. Les séparations ne sont pas définitives, si vous voulez. Mais enfin, moi, je porte une appréciation sur ce qui s'est passé et ce sur quoi nous, aux ateliers chez Chirois, avons été un peu déçus. Voilà, nous avons été un peu déçus. Nous n'avons pas eu la collégialité à laquelle nous sommes habitués, nous, au sein des ateliers chez Chirois, que nous n'avons pas forcément retrouvé au sein de cette alliance A2PN. Et puis, la deuxième chose, c'est que, franchement, pour dire les choses franchement, on a eu du mal à faire passer le candidat tête de liste, Jean-Philippe Nilon, voilà, qui a une image controversée et on a eu du mal à se détacher de cette image-là et à dire... Oui, je pense que Marcel Lano était un candidat qui aurait fait davantage consensus. On a eu du mal à sortir de là et à expliquer aux gens qu'on voulait être dans une dynamique d'équipe et dans une dynamique collective. Franck Saint-Rosemont, on termine avec cette vidéo de quelqu'un que vous allez reconnaître et on revient en plateau après. Je fais cette vidéo pour vous dire de ne pas vous laisser berner par le discours qu'a tenu Monsieur le Préfet hier soir à la télévision, parce qu'il dit qu'il va retenir des propositions venant de la population. Or, le 14 avril 2018, il y avait une centaine de manifestants dans les rues et il a reçu des présidents et des présidentes d'associations à la préfecture qui ont remis une liste de 50 revendications qui comprenaient déjà la problématique de l'eau qui est peut-être ou pas polluée. Il y avait déjà des idées excellentes dans cette plateforme et on a eu l'impression en fait qu'ils ne voulaient pas vraiment en tenir compte. Donc moi, quelques mois plus tard, le 9 juillet 2018, je me suis retrouvée au Palais de l'Élysée et j'ai eu l'occasion de discuter avec M. Stanislas Cazel, donc, qui est conseiller outre-mer de M. Macron. Et je lui ai expliqué que depuis des années, en fait, en Martinique, on a l'impression que justement, les politiques essayent toujours de repousser le moment où on va enfin prendre des décisions concrètes par rapport au chlordécone. Alors, le monsieur, après avoir essayé de sous-entendre que non, on n'est pas victime de discrimination, que c'est pas parce qu'on est antillais, qu'il y a eu le problème du chlordécone, blablabla. Il a dit qu'il allait essayer de faire quelque chose. Donc, il allait essayer de reparler avec monsieur le préfet et peut-être monsieur Macron. Et donc, je lui ai envoyé à nouveau cette plateforme de revendication et il m'a fait comprendre que oui, il va essayer de prendre des actions très rapidement parce que c'est inadmissible, tout ça, machin. Alors là, on voit que plus d'1 an et demi après, donc de décembre 2019, qu'est-ce qui a été fait jusqu'à présent? Rien du tout. Donc quand M. Franck Robine vient à la télé pour dire qu'il va écouter le peuple, ce n'est pas vrai, c'est du blabla. Ça veut juste dire fermez votre gueule, vous me faites chier. Je ne suis pas là pour défendre vos intérêts en fait. Donc moi, je pense qu'il faut vraiment qu'on continue à mener des actions parce que c'est que comme ça que l'État va enfin se décider à faire quelque chose. Parce que si on reste là et qu'on écoute leurs mensonges, eh ben, ils vont continuer à nous vendre leurs mensonges. Donc, il faut qu'on continue à mener des actions et qu'il faut vraiment qu'on montre qu'on est en colère, qu'on est énervé et que ça suffit. Voilà, alors j'ai voulu qu'on termine sur cette vidéo. D'abord parce que cette jeune fille est considérée comme l'une des meneuses, on va dire, des activistes à travers le déboulonnement des statuts, un certain nombre de manifestations, Alexa Nozier-Lafontaine. Et aussi parce que dans cette interview, elle parle à la fois de l'ancien préfet Franck Robine, du futur nouveau préfet, Stanislas Cazel, qui est à l'époque à l'Élysée. Et puis elle représente aussi une forme de relève et de porteuse de revendications, de lanceuse d'alerte aussi. Et puis je crois qu'elle a été membre des ateliers chez Chirois. Pendant quelques mois. Voilà, oui, tout à fait. Que vous inspire cette interview-là, notamment du point de vue de la mobilisation de la jeunesse martiniquaise aujourd'hui? Alors moi, je crois que c'est bien que la jeunesse s'engage, quelle que soit la manière dont elle le fait. Alors, il y a une frange plus radicale. On a entendu Alexandre parler. Hein. C'est sans détour, sans concession. Avec des mots très coups et elle souhaite des résultats immédiats. Mais il y a aussi d'autres modes d'action. Moi, j'ai choisi un autre mode d'action. Je ne suis pas dans la jeunesse, hein, mais moi, je crois que c'est important que la jeunesse s'engage. C'est la première chose. Vous arrivez à mobiliser des jeunes, des personnes qui ont aujourd'hui 25 ans, ah ben, la preuve, Alexandre a été membre des ateliers chez Chirois. Je pense simplement qu'à un moment, on n'était pas assez peut-être rapide. Et puis on était sur le territoire chez Chirois, si vous voulez. On n'était pas sur les enjeux qui l'intéressent aujourd'hui. Mais là, oui, la mobilisation de la jeunesse est importante et toutes les formes d'action sont importantes. Moi, je crois que la forme politique, elle est fondamentale. Le pouvoir politique est fondamental. Vous voyez aujourd'hui, ça fait des années, depuis 2018, on se bat avec Lionnage pour dépolluer Martinique, pour faire avancer ce dossier du chlordécone. Et il faut dire les choses comme elles sont, ça n'avance pas
beaucoup. Ouais. Ça avance un peu, parfois, ça n'avance pas beaucoup parce que nous sommes un groupe d'associations face à l'État français. Ouais. Aujourd'hui, le pouvoir politique prend un peu le relais ou vient compléter le dispositif. Ouais. La CTM devient partie prenante et ça, c'est important. Moi, je mise sur ça. C'est important parce que nous avons des représentants élus légitimes qui vont discuter avec l'État de manière légitime, encore une fois. Alors cette émission se termine, on aurait pu encore parler très très longtemps. Je voudrais juste vous poser une question concernant un site assez emblématique, un site d'information que vous aviez créé il y a quelques années, Politique Publique, qui aujourd'hui est un petit peu entre deux eaux. Vous allez le relancer, qu'est-ce que ça... Écoutez, je vous ai dit que j'étais en bout de mission à la ville de Fort-de-France. J'ai postulé sur une candidature en Haïti, partagée entre Martinique et Haïti. J'ai d'autres possibilités professionnelles en tant que salarié, mais je suis aussi intéressé par la reprise. Vous êtes passionné par les médias aussi. Tout à fait. Je suis intéressé par la reprise de mes entreprises et Politique Publique fait partie aussi de mes projets. Et pour tout vous dire, nous sommes en pleine préparation de la relance d'un site généraliste d'information, d'un site généraliste et citoyen d'information qui s'appellera Opinion. Voilà, et qui va prendre le relais de Politique Publique. L'opinion. Voilà. L'opinion, exactement. Donc l'opinion, ça va être au pluriel. Et ça va venir dans quelques mois. D'accord. Merci beaucoup, Franck Santos-Rosemont. Merci à vous. On va se retrouver Merci dans d'autres circonstances sur Ziteta TV. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt.